qui accompagne en fait l'exposition que vous pouvez visiter dans un autre du bâtiment, l'appartement Mérimier, qui s'appelle justement appartement appartement 3 pièces. On a le grand honneur d'avoir l'artiste ici avec nous, qui va s'engager dans un dialogue avec Sébastien Allard, le commissaire, le directeur du département des peintures au musée du Louvre, et qui a aussi été commissaire de certaines installations ou performances d'art contemporain au musée du Louvre. Lui-même expert du XIXe siècle, qui s'intéresse beaucoup à ce dialogue entre art contemporain et art ancien. On a, avec Luc Tuymans, je peux le dire, l'artiste le plus important qu'on a en Belgique depuis son entrée en scène dans les années 80. C'est un artiste qui réfléchit beaucoup, je pense, sur le médium qu'il utilise, mais aussi sur le rôle de ce médium, l'art visuel, et qui prend position à travers ses œuvres, souvent aussi position politique, sans trop le dire. Donc c'est pas un artiste militant, mais c'est un vrai artiste qui explore à travers le langage pictural le rapport avec notre monde. Donc il a débuté sa carrière, disons, dans le milieu des années 80, et puis a connu une carrière fulgurante internationale en participant au grand biennale, aussi bien en Allemagne qu'après dans d'autres pays. Kassel, la biennale de Sao Paulo. Il a été le premier artiste belge vivant de rentrer au Tate Modern à Londres. Et il a évidemment une longue série d'expositions vraiment impressionnantes qui ont été montrées aux États-Unis, en Asie, en Europe. Donc vraiment un artiste mondialement connu, tout en restant très ancré, je trouve, dans ses origines, ses origines flamandes. Et vivant à Anvers. Hein. Exactement. Voilà. Donc, vous pouvez voir les œuvres à Paris, dans la collection du Centre Pompidou, aussi dans la collection de Pinault. Et après à Amsterdam, à Francfort, évidemment aussi en Belgique à Anvers, où justement il y a un petit tableau qui est accroché vraiment au cœur de ce musée qui vient d'être renouvelé et qui est en face des œuvres anciennes très importantes. Il est représenté à Paris par la galerie David Swinner, où il y avait une très belle exposition il y a quelques mois, peut-être l'année dernière, Cosmos. Et donc, je me souviens, en l'ayant vu, c'était des grands tableaux. Je me suis posé la question de où on est dans cette peinture, en fait. Okay. Une sorte de désorientation spatiale. Sébastien Allard est un historien de l'art, donc vraiment spécialiste à l'origine du 19e, de la peinture de Corot, de la Croix, avec beaucoup d'expositions qu'il a organisées. Il vient d'accrocher l'exposition qui ouvrira ses portes, je crois, lundi ou mardi pour le grand public au musée du Louvre, la collection de Capillo. Parmi les expositions, je pense qu'on peut quand même citer Dante et Virgile aux enfers de Jeanne de la Croix, portrait public, portrait privé, Babylone, de la Croix de l'idée à l'expression, de l'Allemagne, vous étiez là aussi, Valentin de Bologne, et puis donc aujourd'hui Naples à Paris, le Louvre invite le musée du Capodimonte. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, Paris 1820, l'affirmation de la génération romantique, et il me semble que ça reste pour vous une période très
apprécié. Aussi Ingres, la réforme des principes, l'art français, voilà, donc il œuvre sur tous les niveaux, et je crois que ça aussi il faut le dire, en tant que directeur du département de la peinture, il porte ce département avec beaucoup de modestie et de bonne volonté. Je vous laisse. Il y aura, je crois, de la place et du temps pour des questions à la fin, mais c'est avant tout un dialogue entre, je pense, deux personnes importantes qui vont se croiser leurs regards sur leur Vous m'entendez? C'est bien. Bon. Les choses que vous voyez sur les écrans, ce sont en fait 4 expos. Ça commence en 2020, un expo à Hong Kong qui s'appelait Good Luck. Le deuxième expo, ça s'appelait, c'était en plein de Covid, ça s'appelait Seconds, et le troisième, c'était pas le Cosmos, mais c'était Eternity. Et le quatrième, c'est celui qui est en cours maintenant à New York, qui s'appelle The Bar. Enfin, on va peut-être pas en parler, mais juste si vous êtes complètement ennuyé, il y a quand même quelque chose qui est tourné en loupe et qui donne une sens de ce que je fais maintenant, plus récent. Oui, alors on va se livrer donc à une conversation un peu informelle sur, et la première question posée par le directeur du département des peintures du Louvre, qui est un peu tarte à la crème peut-être, mais en tout cas une question qu'il faut quand même poser, qui est celle: pourquoi ce choix ou cette nécessité de la peinture à un moment où ce n'était pas nécessairement le médium, apparemment en tout cas, le plus prisé? Oui, la question que la peinture est morte pas, on l'a posée à plusieurs reprises. Et ça veut dire que ça doit être très important quand même, quand on demande tout le temps de légitimer cette médium d'une manière ou d'une autre. Mais aussi on doit le voir dans le contexte. Quand je l'ai fait, je suis m'arrêté de peindre pendant les années 80 jusqu'à 85 et je suis recommencé. Et c'était dans une période en fait, on savait que le modernisme était mort, que le minimalisme était coopté par la bourgeoisie, dont elle voulait il voulait être une aversion à ça. Et à un certain point, il y a aussi des autres stratagèmes, comme par exemple le néo-expressionnisme des Allemands, ou le Neue Bilder, si vous voulez. Il y a eu naturellement des autres choses comme Schnabel, il y a eu Salle, enfin toute une situation qui était beaucoup plus à la mode. Et c'est à ce point-là que j'ai décidé quand même de ressurgir l'idée de la peinture de manière un peu différente, plus intériorisée aussi, et plus petit, parce que je me souviens, mon premier expo à New York, qui était en 1994, dans la galerie de David Swirl, il y avait un couple qui venait de Los Angeles, un vieux couple, qui regardait les œuvres et qui ont dit en sortant « Is this some kind of folk art ?» parce que les peintures étaient trop petites. Alors, dans ce sens-là, il y avait déjà une sorte de manière d'agir avec la peinture, un élément une sorte d'euphémisme dans ce médium. Et aussi l'idée de le transfigurer avec une certaine perversion, parce que j'aime les peindre, en fait. Et c'est une perversion de réanimer cet élément. Pour terminer tout ce discours, il y a aussi un texte qui est apparu par Thomas Larson en 1881, qui je trouvais assez fort intéressant et très visionnaire jusqu'à maintenant. Et je l'ai lu beaucoup plus tard, je n'étais pas au courant quand j'ai fait cette décision, mais quand même il est assez important, je l'ai traduit en français. Alors dans son texte, il parle du désir assez prétentieux du modernisme de se valider envers l'éternel, et qui est rendu de manière symbolique à cause des structures sociales qu'elle a voulu subvertir. D'ailleurs, on peut savoir que le seul avant-garde qui a eu des liens vraiment sociaux, c'est peut-être le constitutivisme russe qui était en fait démoli par le stalinisme. Enfin, on ne va pas oublier que Rodchenko peignait des clowns à la fin de sa vie, ou Malevich des fermiers un peu stylisés.
enfin, subvertir. Il nie le positionnement anti-historique du modernisme ou des autres stratagèmes, comme je l'ai déjà dit, la mode, néo-expressionnisme et tout ça, et l'idée de subversion critique de la déconstruction de la toile, d'illusion de la réalité comme présentation de médias de masse. C'est une chose très importante, je pense. À ce point-là, la peinture est le véhicule par excellence pour susciter ses doutes sur les idées et les méthodes des médias, précisément parce qu'elle est située au centre et non à la périphérie du marché de l'art. Et ça, c'est un point très important, parce que quand je suis entré, par exemple, en Amérique, dans les circuits de galeries, c'était les années 90, où il y a eu la première guerre du Golfe, où beaucoup des galeries sont disparues, les nouveaux sont nés, et à ce point-là, le marché de l'art qu'on connaît maintenant, c'est en fait institutionnalisé. Je trouve que c'est une sorte de réponse réelle à une question qui est dans l'hypothèse. Je ne sais pas que ça. Vous avez évoqué le désir de peindre, vous aimiez peindre. Vous avez évoqué quelquefois à plusieurs reprises aussi une sorte de crise autour de la crainte de la virtuosité. Ouais. Donc, est-ce que la peinture est un art qui, justement, avec une sorte de repli sur soi? Oui, on pouvait se perdre dans un certain esthétisme, dans un certain maniérisme qui, je trouve, qui est la mort, en fait, de tout ce qu'on fait, même dans l'art en général. Mais la virtuosité dont j'ai voulu me combattre, c'est plutôt l'idée de l'ignorance, de manque, une sorte de manque de signifiance, si vous voulez. Et c'est à cause de ça que j'ai en fait réduit, non pas, parce que je peignais des tableaux très gestuels, avec beaucoup de couleurs, et j'ai effacé tout ça pour atteindre un certain focus sur ce que je voulais dire d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, plus tard, ça évolue d'une autre manière aussi, mais bon, auparavant, c'était vraiment une manière de singulariser l'image. En fait, vous êtes passé par d'autres médiums, d'une certaine manière, pour retrouver la peinture. Oui, aussi. Là, il est important de dire, parce qu'on parle beaucoup d'idées enfin, dans mon propos, avec la photographie et la peinture et tout ça. Mais c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que moi j'étais d'une génération qui est née avec la télévision, ça veut dire qu'il y a un certain élément il y a énormément un surplus d'images, si vous voulez, qu'on n'a pas vraiment vécu dans le temps réel, si vous voulez. Et alors, dans ce sens-là, c'est évident que j'étais beaucoup plus intéressé dans l'idée d'arrêter cette image. En apparence différente, comme par exemple les gens comme Via Selmans, ou Gerhard Richter, ou même Andy Warhol, si vous voulez, où la répétition était importante, et ce combat contre dans le sens de Walter Benjamin, si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a des ironies là-dedans, parce que même Richter, qui a usé ces images comme s'approprier un élément de banalité, si vous voulez, a créé une génération de photographes, qui est Thomas Struth, qui était d'ailleurs ses étudiants. C'est une sorte de... La même chose avec Andy Warhol, parce que j'avais énormément de problèmes avec Andy Warhol pour le comprendre, jusqu'au point que j'ai vu un grand rétrospectif qui était d'ailleurs au Beaubourg, au centre Pompidou, et je suis sorti et je me suis dit, le noir est très important pour Andy Warhol. Et le noir est très important dans le sens que le noir est une conglomérat de toutes les couleurs. Il y a aussi l'élément de la mort, mais il y a aussi, c'est la couleur préférée des gens qui impriment des choses. Alors c'est l'idée de l'autorité de ce qui est imprimé, the authority of print. Et là j'ai compris que Warhol n'était pas superficiel, qui était de naissance de l'Europe de l'Est, la religion, mais aussi cette idée de déterminer ces espèces de travailler avec la peinture. Alors, mais pour moi, l'idée, quand j'ai filmé, parce que je ne pouvais pas être un photographe, parce que ce serait toujours en retard, parce qu'un photographe est dans le moment.
Et le film, il y a un lien entre le film et la peinture, dans le sens que quand on regarde dans la lentille, on peut faire éditer même quand on est en train de filmer. Et c'est la manière d'approcher une image, comme on peut surpeindre aussi une peinture. Alors là, il y a un temps différent. Oui, donc vous êtes dans la question du flux, en fait, une sorte de flux des images que vous fixez d'une certaine manière. Oui, votre mode de production, dans une sorte de tension, si vous voulez, entre l'image et la peinture et l'œuvre. Oui, oui, tout ça, oui. Et en même temps de les rendre immobilisés, muets. Parce que c'est ça qui est intéressant, d'immobiliser et de les rendre muets. Ce qui ne donne pas des soupçons d'ailleurs que je déteste, du bruit ou de la musique. J'ai horreur de Kandinsky. Et dans votre mode de production des images, pour revenir à la question effectivement du geste, de crainte de la virtuosité, du passage par d'autres médiums en mouvement pour arriver, revenir d'une certaine manière à la peinture, et votre mode de production qui est extrêmement contraint, oui. En réalité. Oui, il me prend des mois pour conceptualiser ce que je vais faire, avec plusieurs médiums, même l'Internet, mais aussi des dessins, n'importe quoi. Et quand tout est formulé, je vais peindre. Ça veut dire que, à un certain point, c'est pas vraiment du pragmatisme, mais c'est né d'une manière naturelle que je peins un tableau par jour. C'est-à-dire que ça réussit ou ça réussit pas. Quand je commence à peindre, je ne veux plus y penser. C'est-à-dire qu'il y a deux intelligences, celle dans le cerveau et celle dans tes mains. Et ça doit être un élément de timing et précision. C'est comme un truc chirurgical, si vous voulez. C'est comme ça que je le vois. Donc en fait, ça met en jeu la question de la mémoire. Ça met en jeu oui, okay. La vôtre. Et celle que vous accumulez. Absolument, oui. Et les toiles ne sont pas, vous ne peignez pas sur châssis? Non, ils sont cloués sur le mur parce que je n'aime pas la vibration avec un truc qui est sur châssis. Et une projection? Ça j'ai commencé à faire après les années 2006. Auparavant, je ne le faisais pas. C'était le dessin qui faisait en fait la grandeur de la peinture. Et quelle est en termes de geste pictural, d'implication du corps du peintre dans la réalisation de l'œuvre, la différence entre le dessin et la projection? La projection, là, j'ai décidé de ne plus dessiner, c'est-à-dire que, par exemple, des choses que Caravaggio ne faisait plus, il faisait des indications comme ça, il travaillait aussi avec projection. Et là, je peins sur la projection, c'est-à-dire je peins blindé. C'est ça qui est plus difficile d'une manière ou d'une autre. Et c'est plus direct, et c'est encore un raccourci plus avancé dans la peinture. Donc ça n'introduit pas une distance par rapport à votre œuvre, comme on pourrait penser, parce que vous êtes plus loin? Oui, il y a une certaine distance, mais en même temps, il y a un rapprochement en même temps, c'est-à-dire qu'il y a les deux. D'ailleurs, je travaille aussi avec des miroirs, comme tous les peintres, c'est-à-dire on peut le mettre à l'autre côté, parce que si c'est un peu avec Gaudi, on doit voir que ça donne si on le met en sa tête, en fait. Et en fait, de multiplier les distances. Parce que la distance est quelque chose qui est important. La distance entre l'œuvre et le spectateur, mais aussi la distance entre celui qui fait l'œuvre et ce qui est dépeint est très important. Et justement, la distance entre l'œuvre et le spectateur, l'œuvre n'est pas l'image. L'œuvre n'est pas l'image. Et en particulier, voir une œuvre sur une image ou voir une œuvre en vrai, dans le rapport pour le spectateur, est extrêmement différent. Et vous l'intégrez dans votre... Oui, parce qu'on est devenu démocrate dans nos convictions les plus intériorisées. C'est-à-dire que Russell a dit ça dans les années 64, que c'est pas simplement sur l'idée de la démocratie qui est une extériorité, mais on l'a intériorisé. C'est d'ailleurs intéressant parce que ça a changé beaucoup de choses. Et dans vos œuvres, Donc, par exemple, quand on entre dans un musée, on voit là, par exemple, il y avait dans le temps le musée d'Ostende,
et il y avait un artiste des années 60, et il y avait des artistes contemporains en nous. Et là, on voit que l'artiste des années 60 a bourré tout l'espace avec toutes ses œuvres, et si on entre en nous dans les espaces contemporains, c'était contextualisé. Oui, alors là, déjà, il y a une rigueur qui est différente. En fait, dans ces dispositifs, notamment avec le flou, avec les manques, avec les incertitudes sur ce qui est représenté comme on le voit ici, votre mémoire qui s'accumule, cette accumulation de mémoire qui aboutit à l'œuvre créée, en fait, rencontre au fond les mémoires des spectateurs qui eux-mêmes sont invités à prendre position face à vos tableaux. Oui, parce que comme j'ai dit, dans ce sens-là, ça en est venu. Enfin, on peut, comme artiste contemporain, on est aussi contextualisé dans un contexte contemporain qui inclut d'une manière ou d'une autre, si on ne veut pas, la manière dont on est vu, donc la manière dont on est, la perception, quelque chose de très important. C'est à cause de ça que de travailler des références qui existent déjà, et à partir d'une certaine méfiance qui est là, envers l'image qu'on voit, et qui est vraie ou pas, ou même la méfiance envers le propre œuvre, si vous voulez. Justement, vous évoquiez aussi quel est votre rapport à ce qu'on pourrait appeler une tradition de peintre, dirons-nous. Oui, moi je viens d'un pays où la peinture est presque génétique. Enfin, les gens qui étaient ici auparavant, peut-être, il y a quelques-uns qui sont restés après la femme qui a restauré le Van Eyck, l'agneau de Dieu. Et bon, pour moi, Van Eyck est probablement le peintre dans l'hémisphère occidental le plus important que Da Vinci, par exemple. Autant que maintenant il est ici usé avec une animation qui fait appel à Monty Python, mais pour le reste, c'est vraiment. D'ailleurs, on n'est pas encore sûr que c'est vraiment l'autoportrait de Van Eyck. Mais bon, laissons dire que c'est. Van Eyck, je l'ai vu, mon premier Van Eyck quand j'avais, je ne sais pas, 10-11 ans, à Bruges. C'était un Van Eyck assez grand, c'était le Canonique Van Paul. Et j'étais bouleversé, c'était fini. Moi, j'ai dessiné comme enfant. C'est important, les enfants, comment ils réagissent au visuel, par exemple. Et là, c'était d'une austérité à fond, quoi. C'était à fond. Une manière de dépicter la réalité qui est si hardie que, par exemple, quand on va élargir un de ses visages de grandeur façade, ce sera encore là. Et il y a une différence, par exemple, quand on voit tous les expos du XVe siècle, il y a naturellement, enfin, il y a des autres, il y a Memling, il y a Van der Weyden et tout ça, mais il y a surtout Van Eyck. C'est le positionnement. Et autant qu'il était très conscient de ce qu'il faisait, je pense, et autant qu'il travaillait sur le dôme de la religion, parce que toute la science et tout ça est là-dedans, par la manière de profaniser l'image et d'aller à un réalisme d'une détection dans cette terre de détail, de perfection, il en fait s'est éloigné de toutes les images mimétiques du christianisme. Il a ouvert en fait la fenêtre vers le monde. Alors dans ce sens-là, il est un artiste assez important et moderne. Et notamment, il y avait un motto qui était infernal, c'était « Si je peux », als ik kan, qui veut dire, c'est très bien aussi, on est très grand en humilité, mais derrière ça, il y a des propos et des ambitions gigantesques. Et alors ça, sont des choses qui sont assez importantes pour comprendre. Et l'autre chose, c'est qu'ils n'ont peut-être pas inventé le médium de peinture à l'huile, mais ils l'ont perfectionné. Ça a été cloué par Pisanello qui l'a emporté en Italie et ça a donné la chance à Leonardo da Vinci de faire son premier chef-d'œuvre. Alors, dans ce sens-là, c'est un artiste primordial. Vous m'évoquiez aussi tout à l'heure la difficulté que vous aviez eue à rencontrer, si je puis dire, l'art de Gréco, que vous ne connaissiez que par la reproduction. Oui, c'est important que, même si on a l'Instagram, on a des trucs, certainement avec le Covid, il y avait les trucs qu'on pouvait juste voir
sur les social media, tout ça, c'est très important encore, certainement pour la peinture, de le voir en vrai, d'avoir l'expérience. Car moi j'avais vu El Greco, je trouvais ça du maniérisme à fond, ça ne m'intéressait pas du tout, mais quand j'avais 18 ans avec un cartable d'Interrail, j'étais en Hongrie et j'ai vu pas vraiment les meilleurs El Greco, mais ils m'ont choqué profondément, parce que quand je suis sorti de la salle, je ne pouvais pas me souvenir de la couleur, la température, le fait que c'était complètement déconstruit. Alors, ça m'a frappé énormément. Ça, c'est la distinction entre voir les œuvres en vrai, sur oui, lesquelles vous revenez. Oui, oui, absolument. Et c'est aussi l'importance de revoir les œuvres, c'est aussi important. Parce que, par exemple, on en a parlé, l'expo qui est maintenant en cours de Vermeer, je l'ai visité avec ma femme, où ils ont nettoyé les peintures de manière trop forte, où la lumière n'est pas bien, mais c'est parce que je me souviens. Il y a ou quand on voit par exemple au Met, quand j'avais il y a quelques semaines mon expo à New York, je vois un des derniers autoportraits de Rembrandt et j'ai trouvé ça très pathétique. Dans le temps, les choses changent naturellement. Oui. Enfin, pathétique dans quel sens? Oui, comme dans le sens de Van Gogh, par exemple. Qui d'ailleurs n'a pas coupé son oreille, mais un petit bout de son oreille. Et je peux comprendre Gauguin, parce que le type était manique, il était fou, n'importe quoi. Est-ce que vous êtes tenté quelquefois de refaire certaines de vos œuvres? C'est-à-dire soit de les reproduire, ça posera la question de la reproduction, ou de les refaire, si c'est possible, ou pas? Je pensais pas possible de refaire réellement des œuvres. C'est-à-dire, je pouvais les refaire techniquement, mais sur le plan d'intention, ça ne marcherait pas. Jamais. Il n'y a pas de retour dans la peinture, ce qui est lourd. C'est-à-dire que c'est pourquoi que, si on parle de virtuosité, on peut aussi parler de l'écriture quand on fait de l'écriture, en fait. Il y a changement, il y a des choses qui sont déterminées à la fin. Et c'est assez beau qu'il n'y a pas de retour. Donc en fait, il n'y a pas de retour. Enfin, on pourrait dire aussi la même chose du spectateur. C'est-à-dire que l'œuvre vue 2 fois, 3 fois, va agir en raison de revue en vrai, en raison de l'expérience du moment. Oui, exactement. C'est ça qui est la beauté de quelque chose qui est immobilisé, mais en même temps, c'est le spectateur qui est en train de terminer ce qui est l'œuvre d'art, qui est important. Donc, dans les nouveaux médiums, c'est-à-dire nouveaux médiums que vous utilisez ou que vous pouvez utiliser pour produire vos peintures, vous avez la photographie, le cinéma, vous avez expliqué l'image en mouvement, et des moyens plus récents encore, comme l'iPhone. Comme l'iPhone ou des... Et quelle différence ça peut introduire d'utiliser finalement des photos que vous allez prendre dans la presse, je ne sais pas. Non, pour vous donner un exemple assez direct, c'est-à-dire que quand j'ai gagné le prix de Max Beckmann Stiftungsprofessurpreis à Francfort, j'ai dû faire une sélection de la collection, d'écologues, n'importe quoi, et travailler avec l'académie et les étudiants, mais aussi mettre quelques œuvres en salle. J'avais choisi la salle du 19e avec Max Liebermann et Fernand Knopf. Et c'était parti d'un diptyque. Un était exposé en Chine et l'autre était exposé à Francfort. Et c'était l'image d'un collègue qui était en train de travailler dans mon jardin la nuit. Alors c'est un truc qui pouvait se passer assez gentiment dans cet environ, mais quand on l'a mis en place, on a vu que la lumière était complètement différente. C'était une lumière digitale. Bon. Dans ce sens-là, on ne peut pas se dégager d'un certain contemporanéité, même si on veut jouer. C'est important. Alors, et aussi, quand j'ai commencé à travailler avec les Polaroid, je pense en 1995, c'était sur l'expo Heimat, je pense, où j'ai fait une espèce j'avais fait une sorte d'aquarelle du drapeau flamand, avec un petit pinceau, j'ai percé, j'ai fait de ça un Polaroid qui était de mauvaise qualité et qui s'est donné, qui s'était presque évanoui. Alors là, ça a changé. Enfin, après, il y a par exemple l'iPhone avec lequel je trouvais, parce qu'ils n'aimaient pas des gadgets, mais l'iPhone, de nouveau, il y a le touchscreen, alors la main entre de nouveau dans l'image, qui est assez important aussi.
Comme elle entre dans le tableau. Et je dois dire qu'on ne peut pas combattre ou faire le combat contre le nouvel média parce qu'on ne va pas gagner. C'est mieux de l'incorporer dans le toolbox. Et l'idée de pictorialité n'est pas simplement la peinture, ça va de plus loin. Il y a des autres choses qui peuvent avoir investi d'une pictorialité que, par exemple, les œuvres de... On a parlé de... Enfin, comment ça s'appelle maintenant Pierre-Louis, par exemple. Quand j'ai vu... parce qu'il n'y a pas énormément de peinture en France, parce que il y a Buren, le support se fait, se sont arrêtés un petit peu là, un peu peur de ça aussi. Mais avec quelqu'un que Pierre-Louis, par exemple, quand j'ai vu son installation au Documenta, qui était fort intéressant, je trouve le meilleur ce que j'ai vu, où on voit un paysage qui était décalé, on voit les abeilles sur les statues, les chiens et tout ça, c'est un élément pictural. Maintenant, on peut le voir à la bourse, parce qu'il a filmé, ça n'a pas la même chose. Là, des choses comme ça. Là, il y a encore la question de l'expérience. Il reste encore l'expérience, évidemment. Et aussi le fait que, par exemple, c'est encore en cours, mais j'ai fait un projet avec Luxtase, c'est à cause du Beaux-Arts. Je voulais faire des choses avec l'art et sciences, qui est toujours con et difficile. Et j'ai choisi quelqu'un que je connaissais il y a plus de presque 50 ans, Luxtase, qui était d'ailleurs aussi artiste et qui a commencé à travailler à Paris avec l'intelligence artificielle. Et là, on commence un projet qui est encore en cours, avec mes peintures et l'intelligence artificielle. Et on a dû faire une sorte de présentation, on voulait faire un expo, mais il n'y a pas raison de faire parce que c'était encore en cours. On a montré qu'une peinture qui est celle de 90, enfin une sorte de portrait qui était modifié de Albert Speer, qui s'appelait Secrets, avec les yeux clos. Et la première question que je demandais à lui, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut retracer les sources? Vous ne pouvez pas. Alors ça veut dire qu'on peut faire un Luthmann avec l'ordinateur, c'est évident, mais ce n'est pas intéressant. C'est plus intéressant de voir les aberrations, ce que ça produit d'une manière ou d'une autre, et on voit que quand elle est confrontée, l'intelligence artificielle, avec quelque chose qui est peint, il y a si énormément de détails que ça devient extrêmement pénible. Alors, on a dû fournir énormément d'informations avant que le knowledge graph explose. Dans vos peintures, dont certaines sont effectivement floues ou disons où la matière semble complètement diaphane, tout est peint. Oui, tout est peint, oui. Alors, ils ne sont pas flous. Même le flou est peint. Même le flou est peint. Vous êtes intervenu assez souvent aussi dans les musées. Quel est le rapport que vous entretenez avec les musées? Je pense que les musées ne sont pas vraiment des emplacements pour l'actualité. C'est-à-dire que quand on a parlé la première fois à Anvers, avant qu'on a ouvert le musée d'art contemporain, plusieurs de mes compagnons ont écrit une sorte de lettre, que c'était une sorte oui, on ne peut pas faire des musées pour l'art contemporain d'une manière ou d'une autre. C'est une sorte de... mais bon, c'est-à-dire que les musées sont, je ne pense pas, les meilleurs emplacements pour l'actualité. Ce sont les meilleurs, c'est l'emplacement de la mémoire. Si vous voulez. Ouais. Mais bon, il y a beaucoup de musées d'art contemporain, il y a beaucoup de fondations, il y a beaucoup des espaces qui travaillent dans ce sens-là. Pour parler un petit peu, comme un 19e-iste, effectivement, beaucoup de vos œuvres renvoient à une mémoire collective. Et est-ce qu'on pourrait considérer que dans certains cas, c'est une forme de peinture d'histoire? C'est-à-dire qu'autrefois, la peinture d'histoire avait une dimension morale en tant qu'exemple, comme Virtutis. Aujourd'hui, cette question, c'est plutôt souviens-toi. Oui, enfin, dans ce sens-là, la mémoire et les traumas sont des choses assez évidentes, mises en évidence. Mais j'ai pris une décision assez tôt de faire un travail qui n'est pas vraiment
liées de faire un travail de l'art, mais beaucoup d'un certain réel, et une histoire qui était assez proche, qui était celle d'après-guerre, pour des raisons dans ma famille, mais aussi de raisons dans le plus gros plan, que c'est en fait la période où, c'est la période de la décolonisation, la période fin de l'Empire, c'est la période où la naissance de États-nations, évidemment la communauté européenne, et toutes ces conséquences jouent un rôle jusqu'à maintenant. Enfin. Alors dans ce sens-là, c'est à partir d'un certain réel de faire des choses pour faire des commentaires là-dessus. Peut-être. Mais je pense que la peinture d'histoire, comme vous en pensez sur le plan moral, ça c'est autre chose. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce sens-là. Par exemple, je me souviens encore le vernissage en 88 au Langehaus Est des peintures de October Group de Richter, par exemple, qui était assez important parce qu'il y avait énormément de politiciens et c'était très silencieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas charger une œuvre d'art avec un sens politique, mais ça peut avoir un sens politique à un certain point dans le temps. Par exemple, le moine Kitoko que j'ai fait dans le pavillon, qui était un pavillon d'un architecte colonial. Alors c'est très important et aussi le point que j'ai fait, il y a eu le bouquin qui est sorti sur le Mumba, il y a aussi le film de Raoul Peck, alors il y a une sorte d'espèce de ramenation qui est sortie de ça. Peut-être parmi les images qui défilent, vous en commentez quelques-unes ou en présentez quelques-unes? Tous, si vous voulez. Tous. Enfin, on va commencer avec Woodlock. Enfin, est-ce que c'est... Woodlock. Alors là, c'est le costume de Tom Mix qui était le cowboy, un peu oui, comme Edéfis, pas comme le cowboy qui fait le combat et tout ça, mais gentrifié si vous voulez. Les trois, ça c'est une image ça c'est un portrait d'un type qui a été rédigé par la police, ça s'appelle Anonymous, ça va très vite. Hein. Ça sont des trucs en porcelaine de Delft qui ont été faits quand l'empereur Ming avait plus accès pour les Hollandais et l'Italien Anvers qui a fait le même procédé mais moins cher. On l'a réexporté en Chine. C'était aussi un expo pour la Chine. Bon, celle qui vient, ce sont des lampes que j'ai vues dans une chambre d'hôtel à Naples. On est en train de visiter le musée Capiomonte. Ça, c'est une porte dans une prison à Hong Kong. Bon, celle qui vient, ça c'est le ciel, le jour où Mao, avec des ballons rouges, où Mao a annoncé la révolution culturelle. Ça c'est un film de David Lynch, qui est aussi raccourci vers Tom Mix. David Lynch, par exemple, c'est un des cinéastes que vous trouvez très proche de la peinture. Et puis, comme Hitchcock, comme d'autres gens qui travaillent, comme Georges Franju, par exemple. Oui, parce qu'il y a aussi, comme dans la peinture, dans le film, il y a aussi un élément d'intelligence physique, si vous voulez, qui est important, qu'on est en train d'oublier parce que la manière dont les films sont édités, on ne le ressent plus. En fait. C'est important par exemple, quand on voit The Lady from Shanghai avec les grandes coupures dans la manière dont c'est édité, c'est assez intéressant. Celle-ci, vous avez... C'est une chaîne de mon ordinateur, c'est une sorte de nostalgie, et ça c'est l'intérieur d'un projecteur. Et ça c'est un petit bout de film que j'ai fait moi-même pour l'expo, c'est un hibou qui est en train de voler, parce que l'hibou fait pas de bruit. Oui, vous détestez la musique. Enfin, la musique. Évidemment. C'est ça la question des chiffres. Les chiffres, on m'a demandé de Artforum de faire un dessin de virus que j'ai trouvé complètement idiot. Et je me suis dit, non, c'est un truc universel, on a besoin d'une sorte d'imagerie universelle, abstraite et pas. Alors là, les numéros sont venus. Ils ont grandeur d'un personnage, alors
Et l'intérieur est travaillé, c'est pas du noir en plus, c'est différentes couleurs qui donnent, parce qu'ils ne travaillent jamais avec le noir, qui donnent une sorte de couleur de fond assez approfondie. Vous avez évoqué l'importance du noir tout à l'heure et vous ne travaillez jamais avec le noir. Non, parce que oui, parce que le noir, oui, c'est imprimé. Oui. Bon, alors, cette idée quand on est dans le théâtre, ça c'est de mon fenêtre dans mon appartement pendant la Covid. Et la question justement la question des formats, travailler très grand, au début de la conversation, vous avez évoqué le fait d'avoir produit des œuvres très petites au début. Oui, parce que les formats grands coûtent plus cher. Oui. Et vous le projetez en amont, le format sur lequel vous voulez travailler, puisque vous avez qu'une... Non, ça veut dire que des formats grands ne sont pas nécessairement plus monumentaux que les petits, par exemple. Et c'est ça ce que j'ai voulu prouver avec le grand nature morte que j'ai montré au Documenta. C'était juste après le 9/11. D'ailleurs, ma femme et moi étions sur place en Amérique et je ne pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose avec ça. Alors je me suis dit, je vais faire quelque chose sur l'idylle. Et la dernière démonstration enfin, catégorie le plus bas dans la peinture, qui est la nature morte, mais de l'agrandir de manière, de le projeter de manière qu'on ne peut plus le continuer. C'est une sorte de réaction politique, apolitique envers ce sujet. Donc finalement, vous revenez à une hiérarchie des genres. Hein? Presque, vous réévoquez une hiérarchie des genres. Oui, parce transfigurer. Comme Cézanne, parce que Cézanne, c'est une sorte de loophole qui lui a donné d'inventer une certaine forme de modernisme. D'accord. Et donc, deux mots peut-être de conclusion sur... Hein? Quelques mots de conclusion. Des mots de conclusion qu'on ne va jamais sous-estimer les gens ou des choses. Et certainement pas surestimer. Hein. Pas surestimer non plus. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, quelques questions dans la salle? Ben, jamais. Sur Valère, Sophie. Pas de questions? Formidable. Merci, je crois que c'était une très belle occasion de rencontrer Luc Toijmans.